Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon deuxième point lecture pour le mois de mars. Du coup dans cette vidéo j'ai 4 romans ainsi que 3 tomes d'une série de mangas à vous présenter. Vous allez voir que j'ai fait des lectures bonnes et des lectures moins bonnes. Je vous donnerai tout d'abord mon avis sur Les Aventures inattendues d'Olympe Valoise par S.L. Pennyworth aux éditions 404. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur les tomes 8 et 9 des Chroniques de Saint-Marie par Jodie Taylor. Après ça, je vous donnerai mon avis sur Paris-Briançon, le dernier roman de Philippe Besson. Et côté graphique, du coup, je vous donnerai mon avis sur les tomes 3, 4 et 5 de la série Bride Stories. On va donc commencer tout de suite avec Les Aventures inattendues d'Olympe Valoise. Et quand je vous parlais de lectures qui ont été moins bonnes, je parlais de celle-ci. Voilà. Pour ce récit-là, en fait, le point de départ était plutôt intéressant puisqu'on va avoir l'histoire d'une historienne qui s'appelle donc Olympe Valoise, qui vit globalement dans notre monde, voilà, qui fait ses recherches tranquillement. Et qui va être enlevée par deux hommes qui sont deux jumeaux et qui vont l'emmener en fait dans une version parallèle de la France, dans une version parallèle de Paris en l'occurrence, dans laquelle il y a toujours un roi. En fait, c'est ça, il y a toujours un roi qui est un descendant de Louis XVI, et il y a un empereur et il y a... en même temps, il y a eu une alliance en fait qui a été faite avec Napoléon, etc. Enfin bref, c'est un peu... voilà, en gros, les choses ne sont pas passées comme dans notre monde. Et en plus de ça, dans cette version-là, il y a également des dragons qui ont donc des pouvoirs et quelques éléments un peu magiques, un peu mystérieux, etc. Et du coup voilà, Olympe Valoise elle se retrouve complètement parachutée là-dedans. On lui explique qu'en gros si elle est là c'est parce que c'est le double exact de la favorite de l'empereur Maximilien, sauf qu'elle est décédée parce qu'il y a tout un complot qui règne à la cour et que voilà, elle essayait elle-même d'en savoir un peu plus et du coup elle a été tuée. Donc pour pas ébruiter sa mort, ils ont décidé d'aller chercher son double, et comme en plus elle est historienne, ils se disent qu'elle va pouvoir les aider à résoudre ce qui se passait, à résoudre le complot, comprendre ce qui se passe. Et donc voilà, du coup Olympe elle se retrouve parachutée dans tout ça. Donc bon, pourquoi pas pour le récit, c'était plutôt sympa comme idée de départ, ça aurait pu être intéressant. Malheureusement j'ai trouvé que la narration était assez simple et que l'histoire était un peu trop facile, il y a certains retournements auxquels on s'attend quand même, et notamment par rapport à ce qui est vraiment du complot historique, sans trop vous en dire. En fait on nous lance pas mal de pistes par rapport aux différents royaumes, etc. qui sont autour, mais finalement la vraie réponse c'est juste que c'est une personne méchante qui veut le pouvoir pour elle parce qu'elle est méchante, voilà. Et globalement je trouve que la vraie résolution elle s'arrête un peu là et je trouve ça un peu dommage, alors qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes, des choses qui sont amenées, qui ont peut-être un petit peu des racines par rapport à certains éléments historiques, etc. Mais finalement non, c'est pas là-dessus qu'on part. Après ce qui m'a un peu dérangée aussi, c'est donc l'héroïne et son comportement vis-à-vis des personnages masculins. C'est-à-dire que c'est un titre young adulte dans lequel il y a de la romance, même si je dois dire que d'ailleurs que quand même cette romance laisse une petite surprise sur la fin qui pour le coup est quand même bienvenue. Mais sinon dans l'ensemble c'est quand même une romance qui fait très roman ado qu'on écrivait il y a 15 ans quoi. Enfin il y a 10-15 ans, ouais au moins. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu les intrigues amoureuses un peu faciles, un peu évidentes. L'héroïne perd complètement tout son cerveau dès qu'elle croise un personnage masculin. Enfin c'est assez agaçant quand même, hein. Elle est... ouais, ça m'a fait lever les yeux au ciel quand même pas mal de fois et c'est ce qui fait que j'ai lu seulement le premier tiers vraiment et ensuite j'ai pas abandonné ma lecture mais en tout cas je l'ai lu vraiment en diagonale pour connaître la fin de l'histoire, mais voilà j'ai lu en diagonale quand même les 2 tiers du récit. Je voulais savoir ce qu'il en était justement par rapport au complot pour voir comment ça allait se passer, mais ça m'a pas passionnée.
J'en ai lu une bonne partie sur ma liseuse, je me suis amusée quand même à noter certains passages qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Ça vous donnera peut-être une petite idée de pourquoi ça ne l'a pas fait avec moi. Alors oui, déjà tout d'abord, dès le chapitre 1, quand elle rencontre les deux jumeaux qui viennent la récupérer, déjà les deux jumeaux n'ont absolument aucun, je crois qu'ils s'appellent Léon et Lucien, ils ont absolument aucune identité propre, à aucun moment elle ne parle avec l'un des deux. Ça arrive qu'elle parle avec seulement l'un des deux, mais de manière complètement indifférenciée, si c'était l'un ou l'autre, ça ne changerait absolument rien. Et d'ailleurs, au début, elle ne sait pas comment il s'appelle, il y en a un des deux qu'elle ne nomme pas, en gros c'est l'homme, et puis l'autre elle va l'appeler Abdomino, alors que du coup c'est deux jumeaux parfaits, et les deux sont complètement interchangeables, et une fois qu'on a leur vrai prénom, je crois même pas qu'on sache lequel des deux elle appelait Abdomino, je sais même pas si elle-même savait, enfin bref, voilà. Ça. Ensuite, alors quand même ça c'est la dernière phrase du premier chapitre, elle croise donc Maximilien pour la première fois, l'empereur, et... la dernière phrase c'est « Comment aurait-elle pu s'incliner et détacher les yeux du plus bel homme qu'elle n'avait jamais vu ?» Voilà. Ce que ça peut être éprouvant de discuter avec un aussi bel homme, quelques pages plus loin. On nous dit à un moment qu'elle envie sa maîtresse, et il y a d'autres moments où voilà, elle envie sa maîtresse, machin truc. Et puis d'un autre côté, en fait, au bout d'un moment, quand même, elle se rend compte que ses pensées la choquent un peu parce que la fameuse historienne est quand même morte, hein, on se rappelle. Enfin, celle qu'elle vient remplacer, quoi. Si elle est là, c'est parce que l'autre est morte. Ça la faisait un moment qu'elle n'avait pas eu d'aventure amoureuse, alors évidemment ses sens étaient décuplés. Ah oui, à un moment il parle de sextoy version 1902 steampunk, je sais pas pourquoi. Et ah oui, sur la fin quand même, on a comment osait-il prétendre passer la nuit avec elle, mais son regard bleu se braqua soudainement sur elle et sa résistance fondit. Évidemment, s'il attaque avec ses yeux, je ne peux plus rien faire. C'est pour cela que vous avez décrété que vous passeriez la nuit ici. Comment dois-je me placer? Sur le lit, les jambes écartées, à attendre votre bon vouloir? Cette image la choqua dès qu'elle l'a dit et elle se tut. Déjà parce que s'il lui disait oui, elle savait qu'elle s'exécuterait. Voilà. Bon bref, ça m'a un peu... voilà, comme je dis, j'ai pas mal levé les yeux au ciel. Il y avait quelques bonnes idées au niveau de l'univers, etc. Mais non, ça l'a pas trop fait. Je comprends pourquoi c'est un titre qui a pas forcément beaucoup plu. Il y a pas mal de choses qui sont trop stéréotypées et du coup je lui ai mis la note de 10 sur 20. Ça reste une lecture qui est plutôt prenante et peut-être que si vous n'avez pas déjà lu 50 ou 200 romans young adultes, peut-être que ça vous plaira. Ouais, moi c'est pas... Ensuite, j'ai donc lu les tomes 8 et 9 des Chroniques de Saint-Marie. Alors, je les ai pas lus, je les ai pas enchaînés les deux. J'en ai lu un plutôt en début de mois et l'autre à la fin du mois. Les Chroniques de Saint-Marie, c'est une série que j'aime vraiment bien, dans laquelle on suit l'histoire de Maxwell, qui est une historienne, elle aussi, qui habite en Angleterre et qui va en fait se faire embaucher par Saint-Marie, qui a un institut de recherche en histoire, mais la petite particularité, c'est qu'à Saint-Marie, ils ont des capsules spatio-temporelles et que grâce à ça, ils les envoient gentiment leurs historiens sur les événements historiques qu'ils doivent documenter. Comme ça, c'est quand même plus simple pour ramener directement des images et compagnie. Voilà, des témoignages, etc. Enfin, c'est plus simple, ça leur permet d'avoir la vérité sur tous les événements historiques qu'il se passe. Donc du coup, là, dans le tome 1, on découvrait Maxwell qui commençait à faire son apprentissage, à entrer dans Saint-Marie, et puis forcément, là, on est rendu au tome 8 et 9, donc il s'est passé pas mal de choses. C'est une série qui est, je crois, terminée maintenant en 13 tomes au Royaume-Uni. Il me semble que le 13e tome vient de sortir et je crois que c'est le dernier. Ouais, c'est une série que je trouve vraiment chouette. Le rythme de publication est quand même assez rapide à chaque fois. Il y a, je pense, 2 tomes qui sortent par an. Là, celui-ci, il est sorti, je crois, en février ou mars et le prochain est prévu pour le mois de septembre. Et donc oui, il s'est passé pas mal de choses. Maxwell a rencontré l'amour, on l'a suivi dans toutes ses péripéties, le grand ennemi qui plane au-dessus d'eux, etc. Et puis dans plein d'événements historiques majeurs, très différents les uns des autres. Enfin voilà, c'est vraiment super chouette. Pour ma part, j'aime beaucoup. Et du coup, dans celui-ci, dans Le reste appartient à l'histoire, cette fois-ci, Maxwell va être envoyé à nouveau sur quelques petites missions. Mais dans ce tome-là, les missions sont peut-être moins importantes que vraiment l'histoire des personnages, puisqu'on a un grand méchant qui va revenir et qui va un peu mettre la merde dans la vie de Maxwell et de l'Institut Saint-Marie en règle générale. Ça va pas mal impacter son quotidien, puisqu'il va se passer quand même des choses assez graves. Et du coup, après, pour ce qui est, on a sinon un petit peu d'Égypte ancienne, la bataille de Hastings et la croisade, une des croisades de Constantinople.
il va se passer pas mal de choses. Dans ce tome-ci, c'est vrai que par rapport du coup au tome précédent, c'est un tome qui est un peu plus centré sur les personnages, sur les émotions. On joue un petit peu plus la carte de la tristesse, notamment par rapport au personnage de Léon que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'était vraiment une chouette lecture. Je lui ai mis la note de 17 sur 20. Pour ce qui est de ce tome 9, celui-ci je lui ai mis la note de 16 sur 20. Je l'ai trouvé un petit peu moins bien dans le sens où il est plus long et que j'ai trouvé que ça se sentait un peu. Les autres tomes de Saint-Marie font d'habitude entre 300, le dernier faisait 380 pages, quelque chose comme ça, mais voilà, en général ça tournait à peu près autour de ça. Et je trouvais que ça convenait bien, que du coup ça se lisait bien, etc. Celui-ci fait quand même 450 pages, donc il est plus long. Et j'ai trouvé que c'était pas forcément nécessaire que ce soit aussi long. Il y a certains passages qui sont vraiment assez détaillés, etc. Et je pense que ça aurait mérité d'être un petit peu coupé pour garder un meilleur rythme, comme c'était le cas dans le reste de la série. Max, dans celui-ci, va se retrouver complètement séparée de tout le monde et parachutée dans une nouvelle époque dans laquelle elle va devoir apprendre à vivre. Et c'est pas facile, surtout qu'elle se retrouve globalement dans une époque assez ancienne et c'est pas... Et c'est pas terrible, surtout pour une femme qui arrive toute seule dans une époque comme ça. Mais c'était assez intéressant de la voir, du coup ça change vraiment de dynamique à nouveau et j'ai plutôt bien apprécié ce tome-là. Et sinon pour ce qui est de ce tome-là, ah oui, elle va partir aussi à Persépolis. Globalement voilà, on a deux grands voyages qui sont Persépolis et l'Angleterre également, mais dans une époque beaucoup plus ancienne. Voilà, du coup c'était un tome qui m'a lui aussi plutôt bien plu. J'ai trouvé qu'à nouveau du coup c'était un tome qui était pas mal centré sur, quand même sur les personnages, même si c'est la première fois qu'on a une immersion aussi longue dans une époque. Ça reste un tome qui est quand même assez dans les pensées de Maxwell, etc. Et du coup assez dans la psychologie des personnages et que j'ai bien apprécié également. Donc voilà, deux tomes plutôt réussis pour la suite des Chroniques de Saint-Marie. Et du coup, pour terminer ce point lecture, côté roman, je vais donc vous parler de Paris-Briançon par Philippe Besson. Philippe Besson, c'est un auteur que j'aime vraiment énormément. J'ai lu pas du tout tous ses livres parce qu'il en a sorti quand même pas mal et que je l'ai découvert quand ça faisait déjà un moment qu'il en avait sorti. Mais j'ai lu, je pense, au moins 5-6 de ses romans, quelque chose comme ça. Enfin voilà, j'en ai quand même lu pas mal. Paris-Briançon, du coup, voilà, c'est son petit dernier. Ça se passe dans un train-couchette qui va relier du coup Paris à Briançon. Et dans ce train-couchette, on va suivre ce qui se passe au sein d'un wagon. Dans ce wagon-là, en fait, on a différents personnages qui vont monter dans le train-couchette pour rejoindre Briançon. Ils ont tous une histoire différente, ils ont tous une raison différente de se rendre à Briançon. Et finalement, tous ces personnages-là, ils vont se rencontrer dans ce train, et c'est des personnages qui n'avaient pas forcément grand chose, voire rien du tout à voir les uns avec les autres, sauf que comme ils se retrouvent tous là et qu'ils passent finalement la nuit ensemble, ils se retrouvent chacun à faire un peu des confidences sur leur vie aux inconnus qui sont avec eux. Et nos personnages, ils vont pas tous se rencontrer ensemble, ils vont se rencontrer par petits groupes en fonction de ceux qui partagent les mêmes couchettes, etc. Enfin, les mêmes couchettes, les mêmes compartiments couchettes. Et voilà, ils vont comme ça un peu se confier les uns aux autres. Et puis, ce qu'on sait dès le départ, c'est que finalement, il y a quelque chose qui va les relier. Et ce qui va les relier, c'est un drame qui va arriver, un accident, un gros problème en fait qui va arriver sur ce train-là. Dont ils ne vont pas tous sortir indemnes. C'est dit vraiment dès les premières pages, peut-être même dès les premières lignes, je me souviens plus, mais en tout cas vraiment voilà, c'est dit dès le départ. Philippe Besson, j'aime énormément sa manière de décrire des personnages du quotidien, de raconter leurs rencontres. Je trouve qu'à chaque fois c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ça m'avait notamment beaucoup touchée dans Les Passants de Lisbonne, qui je pense est un de mes romans préférés de Philippe Besson. Voilà, à nouveau celui-ci, j'ai trouvé que c'était une vraie réussite. J'ai trouvé tous les personnages hyper touchants, que ce soit la mère avec ses enfants, le médecin, le jeune sportif, enfin le groupe de jeunes, le couple de personnes âgées, voilà, je les ai tous trouvés très touchants. Et c'était vraiment chouette, et j'aime bien ce qui est proposé, j'aime bien aussi l'histoire autour du drame qui va survenir. Je trouve ça intéressant le fait que ce soit ça qui se passe, voilà. Et c'est un titre du coup que j'ai trouvé vraiment très chouette, et j'ai pleuré en le lisant. Alors il fait donc à peu près 200 pages, c'est écrit vraiment gros, enfin voilà, ça se lit vraiment très 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 bien. Souvent les titres de Philippe Besson sont assez courts comme ça. Je l'ai lu d'une traite dans un train.
Et vraiment ouais, je l'ai lu d'une traite, j'ai pas réussi à le lâcher et arrivé à la fin j'ai pleuré et j'ai dû cacher mes larmes dans le train, mais vraiment c'était une très belle lecture, je vous le recommande. J'ai vu qu'il était sorti aussi en livre audio, j'aime bien les livres de Philippe Besson en livre audio. Mais ouais, voilà, je vous encourage à le découvrir si ça vous tente. Ça a été une jolie réussite pour ma part. C'est un roman auquel j'ai mis la note de 18 sur 20 et je pense que je vais y repenser un certain temps. Et du coup, pour terminer, j'ai donc lu les tomes 3, 4 et 5 de Bright Stories. C'est une série de mangas avec des dessins absolument incroyables, déjà pour commencer. Ouais, les dessins sont vraiment dingues. C'est une série de mangas historiques dans laquelle en fait on suit un homme qui est britannique et qui va traverser une grosse partie d'Asie pour découvrir en fait différentes coutumes et notamment autour du mariage, des jeunes époux, etc. Et c'est vraiment super chouette. Donc ça se passe, je sais plus exactement, mais ça se passe dans le passé quoi. C'est pas du tout à notre époque actuelle. Mais ouais, je trouve que c'est un récit qui est vraiment super touchant. Les différents personnages qu'on rencontre ils sont tous super chouettes. Et puis voilà, ce style de dessin hyper détaillé, hyper riche, c'est vraiment ce que je préfère moi dans les mangas. Je trouve, enfin, on pourrait s'émerveiller à chaque page, je trouve ça assez génial. Et du coup, il y a beaucoup de dessins de banquets aussi. Comme il y a beaucoup de mariages, il y a beaucoup de banquets. Dans les 2 premiers tomes, on suivait du coup Amir et Karluk, qui sont un couple qui va se retrouver mariés, qui viennent de deux ethnies un petit peu différentes et du coup qui n'ont pas tout à fait les mêmes coutumes, etc. et qui en plus ont une différence d'âge. C'était un couple qui était hyper touchant et c'est vrai que du coup c'est au moment où on y est le plus attaché que Smith décide de continuer son voyage et du coup que le lecteur continue aussi son voyage. Dans ce tome 3, il va faire la rencontre de cette jeune femme qui s'appelle Talas, qui est aussi un super personnage que j'ai beaucoup aimé. Et finalement, en fait, Talas, c'est juste une... Enfin, l'endroit où il va rencontrer Talas, c'est juste une halte pour continuer son périple. Et son périple va tout d'abord l'amener à traverser un lac. Et sur ce lac, il y a 2 jumelles qui vivent. Et on va suivre finalement comment est-ce qu'elles vont se retrouver mariées. Ces 2 jumelles sont assez insupportables. Elles sont très exubérantes, beaucoup trop exubérantes, assez insupportables et rêvent absolument de faire un grand mariage et d'épouser des hommes très riches pour de préférence aussi continuer à vivre ensemble. Voilà, et du coup elles vont réussir finalement à se marier dans le tome 5, pas tout à fait comme c'était prévu, mais voilà. C'était plutôt sympa, même si c'est vrai que du coup ces personnages là sont assez, enfin comme je dis voilà, très très en couleur, etc. Et du coup peut-être un petit peu plus agaçants, donc ils m'ont peut-être un petit peu moins plu que les autres. Mais on retrouve quand même dans ces tomes là, on a toujours Amir et Karluk qui sont un peu en toile de fond, dont on a des nouvelles quand même assez régulièrement et je trouve ça vraiment très chouette. C'est vraiment une série très sympa. Je crois qu'ils en sont à peu près à 12, 13, 15 tomes, je sais plus, quelque chose comme ça, donc il y a quand même pas mal de tomes. Je sais pas si la série est finie ou pas. Après comme du coup le personnage il continue sa quête, on peut quand même assez facilement s'arrêter au moment où il repart à chaque fois sans avoir trop de frustration et je trouve ça pas mal parce que moi le côté cliffhanger tout le temps à chaque fin de tome pour pousser à acheter la suite c'est pas forcément ce qui me plaît beaucoup surtout quand les séries sont assez longues, donc là voilà ça permet quand même de pouvoir la découvrir assez tranquillement sans avoir trop de sentiments de frustration. Bien sûr on a un peu envie de savoir ce qui va leur arriver par la suite mais voilà on n'est pas coupé en plein milieu à part si on arrête entre le 4 et le 5 par exemple, mais sinon voilà, on peut quand même régulièrement tous les, je sais pas, 2-3 tomes s'arrêter sans avoir ce sentiment de frustration, donc voilà, je trouve ça pas mal. Et du coup je continuerai avec plaisir cette série. Du coup j'ai mis la note de 18 sur 20 au tome 3, je crois que j'avais mis aussi la note de 18 au premier tome, et puis j'ai mis la note de 17 au tome 4 et 5 à cause du personnage, peut-être un peu... des personnages, mais c'était quand même très très sympa. Donc voilà, du coup j'en ai fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, si je vous les ai fait découvrir. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!